vous propose du coup d'introduire la dernière table ronde du jour que nous avons intitulée FinTech et grandes institutions, un duo gagnant pour sa stratégie de croissance. L'alliance entre les FinTech et les grandes institutions est souvent perçue comme un moteur essentiel pour l'innovation et la croissance dans notre secteur. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir, et je vous invite à les accueillir, Pierre Ippolito, président de l'UPE 06. Bonjour Pierre. Je vous laisse vous asseoir. Et je vais essayer d'oublier personne cette fois-ci. Adina Grigoriou, présidente et fondatrice d'Active Asset Allocation. Je vous invite à accueillir également Pierre Joubert, directeur général de Région Sud Investissement. Et enfin Jean-Louis Duvernay-Guichard, fondateur et managing partner de Newco Corporate Finance. Bonjour Jean-Louis. Et cette session sera animée par Sophie. Ah, mais je vous le reprends avec plaisir. Sophie Elkrieff qui va animer du coup cette dernière session, partenaire chez Andera Partners. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors, je crois que les relations entre grandes institutions et FinTech ont été un petit peu abordées tout au long de l'après-midi. Là, je suis assez contente de pouvoir faire un focus dessus. Ayant moi-même travaillé dans une grande institution et en plus avec Active Asset Allocation. Donc, ça réunit beaucoup de choses. Donc, c'est un vrai plaisir. L'idée, c'est d'analyser avec les différents intervenants, finalement, quelles sont ces complémentarités, quels sont les petits trucs en plus qui font que ça fonctionne, pourquoi c'est vraiment nécessaire que ces écosystèmes travaillent ensemble, mais aussi pourquoi c'est si compliqué qu'ils travaillent ensemble. Parce que c'est à chaque fois, je pense, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais vraiment pas, malgré cette intime nécessité. Donc pour en débattre aujourd'hui, et puis surtout, j'encourage les uns et les autres à poser des questions, parce qu'on a un panel, outre qu'il soit de très grande qualité, il est très divers. Donc je pense que vous allez avoir des points de vue et des spécificités. Et le dernier point, c'est qu'on est en région sud, avec un écosystème hyper dynamique. Et donc on fera aussi un petit focus sur ce que peut apporter un écosystème local sur cet élément. Donc j'invite en fait les panélistes à se présenter eux-mêmes, parce que je pense qu'ils se présenteront bien mieux que moi en indiquant exactement quel est leur rôle aujourd'hui. Donc je vais commencer dans l'ordre. Donc Jean-Louis. Bonjour à tous. Donc moi je suis Jean-Louis Duvernay, je suis le fondateur en fait d'une banque d'affaires spécialisée dans les services financiers. Donc on s'appelle Newco Corporate Finance et on accompagne donc différents acteurs de l'écosystème des services financiers. Donc ça peut être des banques, des assurances, des mutuelles, des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers, des asset managers et des fintech pour les opérations capitalistiques. Et ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. Bonjour, Pierre Ippolito. Moi, je suis le président de l'UPE 06. Alors, l'UPE 06, c'est un syndicat patronal qui regroupe le MEDEF et la CPME, deux organisations syndicales principales en France. Et une de nos missions, c'est d'accompagner le développement économique du territoire des Alpes-Maritimes et donc de créer un écosystème favorable à la création de valeur, quelle qu'elle soit, avec notamment des spécificités sur le territoire et des bassins tournés sur le numérique et sur les technologies. Alors, vous savez déjà que je suis la présidente d'Active Asset Allocation. Je suis également secrétaire générale de l'UPE 06. Voilà. Oui, bonjour, Pierre Joubert, donc directeur général de Région Sud Investissement, qui est le fonds d'investissement de la région, qui finance des startups, du venture d'une façon générale et des sociétés jusqu'en capital développement, sur des tickets qui vont de 150 000 € à 2 millions d'euros. Merci à tous. Adina, je propose qu'on commence par toi avec une première question et qui sera développée par les uns et les autres, mais avec chacun son angle de vue. Donc, pourquoi la nécessité de travailler ensemble pour les fintech et les grandes institutions? C'est quoi les éléments essentiels selon toi de complémentarité?
Alors, il y en a plein. D'abord, la FinTech qui se lance dans la tech en particulier, ça nécessite beaucoup de capitaux, hein. On imagine mal, avant de l'avoir fait, le niveau d'investissement nécessaire, le niveau de savoir-faire nécessaire pour pouvoir travailler avec ces grands groupes qui ont des niveaux de sécurité et d'exigence assez incroyables. Je pense notamment au dernier formulaire qu'on a rempli pour travailler avec un grand groupe, le formulaire sécurité, etc., sur l'IT, les systèmes, etc. 256 questions. C'est dur. Donc la FinTech a besoin d'argent. Et cet argent, eh ben, qui est-ce qui l'a? Ce sont les grands groupes. Donc déjà, il y a un point de convergence qui est très important. La FinTech a besoin du grand groupe pour se financer. Ensuite, quelqu'un en a parlé tout à l'heure sur une des tables rondes. Quand on démarre une boîte, on a une idée et puis on la confronte au marché. N'oubliez pas que ceux qui ont inventé la tablette, c'est pas Apple, c'est Microsoft. Eh ben ils n'ont pas trouvé le marché. Donc le fait de travailler avec les grands groupes, ça permet de trouver des clients, de comprendre où va l'écosystème, de quoi ils ont besoin, etc. Avec un danger quand même, qui est quand on est éditeur de logiciels par exemple, de se lancer dans des développements spécifiques et donc de tomber dans le piège de faire quelque chose pour son client, pour le grand groupe, pour lui faire plaisir, et ensuite de ne pas trouver d'autres clients qui ont ces mêmes besoins. Voilà, ça c'est deux exemples assez parlants. J'en avais d'autres, là il m'échappe. Peut-être, alors ça je peux moi rebondir sur ce que tu viens de dire. Du point de vue du grand groupe, le grand groupe, on sait tous qu'on est très grand, donc on n'est pas du tout agile. Et c'est une réalité parce que... pourquoi? Parce que c'est juste la réalité des organisations. Même si on a très envie, je pense que... j'ai travaillé chez Maïf, alors vous allez me dire c'est une mutuelle, mais qui s'est vraiment modernisée. Mais je pense que quel que soit le métier qu'on fait, il y a des groupes énormes comme Amazon, etc., où finalement la taille de l'organisation rend les choses, des organisations humaines, rend les choses très politiques. Il faut aligner des intérêts en permanence. Et ça, ça tue l'agilité. Donc, c'est très difficile d'innover, et que ce soit dans n'importe quel secteur, je pense. Et c'est très vrai dans les secteurs financiers. Et je pense qu'une des raisons, c'est que les secteurs financiers, en tout cas, quand on prend l'assurance, la banque, etc., il y a eu beaucoup de rentes. Quand on a l'assurance automobile obligatoire, ça s'appelle une rente. Donc, quand on est rentier, on est encore moins agile. Donc, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que quand on essaye de travailler avec un grand groupe, si on y arrive en un an et demi, on a été hyper rapide, hein. J'ai en tête des clients qu'on a chassés pendant 5-6 ans avant de pouvoir travailler avec. Alors, de l'autre côté, c'est sticky, c'est-à-dire qu'une fois que ce client vous a fait confiance, que vous avez branché des systèmes, etc., bon, ben, vous êtes parti dans... Il pas part dans plus une jamais. rente, mais... un peu. mais un petit peu. Donc ça, c'est important. Et effectivement, donc ça, c'était du point de vue de la start-up. Et donc, du point de vue de l'institution, effectivement, quand on est bien confortablement assis sur une rente, c'est difficile d'innover. Alors, quand on se demande ce qu'on va manger demain, eh bien, on est à l'affût de toute bonne idée, et on travaille à fond, etc. Peut-être, Pierre, toi qui finances des startups depuis de nombreuses années, qu'est-ce que tu peux nous dire sur peut-être ta méthode avec cette expérience pour qu'il y ait le maximum de complémentarité, de pertinence, en fait, dans l'accompagnement? Nous, ça fait effectivement une quinzaine d'années pratiquement qu'on investit dans des entreprises de la région. On a presque une centaine de participations. On en a très peu en FinTech. Pourquoi? On en a une. Déjà, elle est là. Pourquoi? Ça m'arrive beaucoup de difficultés en fait. On en a parlé, un time to market relativement long, des grands groupes souvent. Ça demande énormément de capitaux. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous on est plafonné à 2 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros, c'est juste insuffisant pour effectivement exister capitalistiquement parlant.
Donc, je ne parle pas de la dilution, je parle de tous les pactes d'actionnaires après qui ne sont pas forcément très favorables. Donc, on hésite effectivement à y aller. On va y aller dans certaines conditions, c'est s'il y a une vraie création de valeur. On a parlé d'IA tout à l'heure. Ça peut être de la création de valeur. Maintenant, IA, ce n'est pas un mot magique. C'est pas parce qu'on met IA, on n'est pas dans le monde d'Harry Potter, hein, c'est pas parce qu'il y a de l'IA que d'un coup, le projet va se révéler être très créateur de valeur. On a des modèles, des algorithmes un peu techniques. Après, il nous faut, nos propres équipes pour effectivement bien comprendre et regarder la création de valeur pour que ça représente une vraie barrière à l'entrée. Parce qu'avec tous les capitaux qu'il faut lever, eh ben, ça nécessite effectivement d'avoir une vraie barrière à l'entrée ou des co-investisseurs comme la Maïf, voilà, par exemple, ou des co-investisseurs qui permettent effectivement d'avoir non pas une garantie, mais avoir une visibilité effectivement que la création de valeur est bien là. Pierre, l'autre Pierre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la région? Alors, nous, ce qui est important, c'est déjà, il faut comprendre que la fintech, c'est un monde peu connu, méconnu, dans tous les territoires, hein. Je ne pense pas forcément que dans les Alpes-Maritimes, même si on est quand même très tourné sur la tech, puisqu'on a quand même la chance d'avoir une French Tech sur notre territoire, ce qui n'est pas le cas de tous les départements, donc on est déjà un peu dedans. Et c'est un monde qui est assez fermé parce qu'il y a peu de clients au final. Il y a peu de clients, on a quand même un territoire avec des acteurs institutionnels forts, puisqu'on a des banques territoriales dont le siège est dans les Alpes-Maritimes. Et notre rôle aussi à l'UPE, c'est de mettre en avant des secteurs, des marchés, pour créer des vocations entrepreneuriales. On a besoin d'entrepreneurs qui investissent dans la fintech. C'est des marchés où on a besoin de souveraineté nationale. Ça, c'est des mots qui résonnent souvent dans les politiques gouvernementales et dans nos médias. Mais pour avoir des entreprises qui travaillent sur cette souveraineté, on a besoin d'avoir avant tout des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ne sont pas tous à Paris. Et donc, on a besoin d'avoir des entrepreneurs en région, dans notre département, où c'est tout à fait possible de le faire. Adina en est l'exemple parfait. Et nous, on est aussi là pour mettre en avant ces secteurs d'activité, faire des passerelles de temps en temps avec les grands groupes, parce que quand on est un jeune entrepreneur et qu'on se lance dans la fintech ou dans la tech, aller démarcher une grande institution sans être connu, sans avoir de bagages, sans avoir les bons réseaux, c'est compliqué. Un des rôles de notre union patronale, c'est aussi de faire ces go-between entre ces institutions et ces créateurs de valeur potentielle. Ça ne veut pas dire qu'ils feront affaire, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire du business, mais en tout cas, on crée un écosystème qui est favorable à cette création de valeur. Et je pense que ça, c'est important. On a la chance d'avoir dans les Alpes-Maritimes, comme je le disais, des bassins comme Sofia ou Nice Arenas Meridia, où on a quand même beaucoup d'acteurs de cette tech et des clients potentiels. Et je pense qu'un des rôles, c'est de pouvoir mettre en face des idées avec des grands groupes qui ne les ont pas forcément, ça a été évoqué tout à l'heure, parce que quand on est dans notre fonctionnement quotidien, on ne pense pas forcément aux idées de demain. Or, un entrepreneur, c'est lui qui doit définir les idées et les besoins de demain et trouver le moyen de convaincre l'évolution des business models de ses clients. Donc voilà, un de nos rôles, c'est vraiment de mettre en avant ces secteurs d'activité, les faire connaître, parce qu'ils ne sont pas connus, et puis derrière, créer un réseau et un écosystème qui soit favorable à la création de valeur dans ce secteur d'activité. Jean-Louis, toi, donc banquier d'affaires, donc tu spécialisé dans les financières. Finalement, c'est parce qu'il y a des sociétés qui ont énormément d'atouts et qui n'y arrivent pas, et d'autres qui y arrivent, notamment à faire des partenariats, à avoir un actionnaire qui va les porter, etc. Dans ce que tu as vu, finalement, qu'est-ce qui va être déterminant? Alors, la relation capitalistique, on a beaucoup parlé de la relation commerciale en fait, entre les fintechs et les institutions financières. Et d'ailleurs, c'est passionnant d'entendre effectivement les points de vue de chacun. La relation capitalistique, elle peut être de deux sortes en fait. Hein. C'est soit directement une institution financière va entre guillemets racheter une fintech, soit investir via un fonds de manière plus diversifiée. Et en fait, et c'est très complémentaire. Mais en fait, je vais prendre une métaphore culinaire. En fait, la fintech et l'institution financière, c'est un petit peu le vinaigre et l'huile. C'est-à-dire que si vous versez de l'huile et vous versez du vinaigre, ça ne se mélange pas.
Et donc, pour que ça se mélange, il y a deux manières de faire. Il faut soit bien brasser, soit rajouter un œuf ou de la moutarde pour qu'il y ait un liant. Et donc, c'est très important parce que, en fait, la fintech, elle a l'agilité, elle a la liberté, et l'institution financière, elle a les moyens financiers, et souvent, un truc exceptionnel, elle a des clients. Et donc, mélanger les deux, c'est formidable, c'est très créateur de valeur parce que vous avez une agilité. Alors, ça peut être la complémentarité, elle peut se faire à deux niveaux. Ça peut être la conquête commerciale ou ça peut être l'efficience opérationnelle. Mais bon, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Et donc, il faut vraiment du liant. Il faut que la fintech comprenne qu'elle va rentrer dans un monde plus contraint et en même temps que l'institution financière comprenne que ce qu'elle a recherché dans la fintech, c'est la liberté, l'originalité et donc lui conserver une certaine indépendance. Et j'ai plein d'exemples, plein de transactions. On a fait des magnifiques transactions entre des fintechs et des institutions financières, parce que tout d'un coup, vous avez un système qui fonctionne, qui marche, vous lui donnez du fuel et vous lui donnez accès à des clients, c'est vertueux. C'est encore une comparaison régionale, malheureusement un peu triste, mais c'est le feu qui se propage et ça va très vite. J'ai fait une transaction en 2019 où on a adossé en fait une fintech à une mutuelle et ça a très très bien marché. Il y a eu un complément de prix cette année et en fait le complément de prix ça a été 4 fois le prix initial, donc ça c'était formidable. Et puis j'ai des exemples qui n'ont pas fonctionné. Un exemple assez marrant, un courtier digital en crédit immobilier qui a été vendu à une grosse mutuelle et qui se disait c'est génial parce que je vais fournir des crédits immobiliers à mes clients sans prendre le risque. Donc sur le papier c'était formidable, chaque client de la mutuelle, on fait un taux de pénétration de 3%, on multipliait ça par la commission moyenne et ça faisait une valo super de la fintech, donc c'était génial. Sauf que le premier mois, il y a quelqu'un de la mutuelle à Valence qui origine un crédit, qu'il l'envoie donc au courtier et le client souscrit le crédit, donc c'est formidable. Le courtier est très content. Il envoie une bouteille de champagne à la personne de la mutuelle à Valence qui a originé le crédit. Et une semaine après, il se prend un appel de la direction générale qui dit attends, mais nous on ne met pas d'objectif chez nous, et donc si tu envoies une bouteille de champagne, tu l'envoies à toute l'agence et pas seulement à la personne qui a vendu. Il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est juste qu'il n'y avait pas le lien entre les deux. Il n'y avait personne pour expliquer à la fintech comment fonctionne la mutuelle. Et en même temps, il n'y avait pas... donc c'est important d'avoir ce référent qui prenne la main de la fintech, qui lui explique comment ça fonctionne, et en même temps qui montre un peu d'indulgence pour les ajustements. Mais c'est des complémentarités qui sont formidables. Alors c'est sûr, parfois, une fintech qui s'adosse à une institution financière, il peut se dire j'ai un peu raté. Parce qu'au début, ce que je voulais faire, c'était faire Facebook, faire Amazon et développer tous mes clients par moi-même. Mais en même temps, c'est quand même une complémentarité très vertueuse qui peut créer beaucoup de valeur et qui peut être aussi le début d'une belle aventure. On voit finalement, il y a plein d'exemples qui fonctionnent bien, hein, y compris Nickel chez BNP Paribas. Et on parlait de Boursorama tout à l'heure. Bon, Boursorama, Alain Clos est plus là, mais ça a été intéressant de voir que ça a été développé par la banque elle-même, qui s'est disruptée elle-même finalement et qui a réussi à faire vivre les deux environnements. Même si pendant très longtemps, Boursorama était logé à l'international dans le reporting divisionnel de Société Générale. Mais c'est une autre... C'est une bonne transition pour parler un petit peu des difficultés, des défis, finalement des angles de vue des différents acteurs, que ce soit les fintechs d'un côté, l'institution de l'autre avec sa casquette client, et puis l'institution, il y a aussi beaucoup de corporate venture pour lancer les fintechs. Et là aussi, c'est un autre angle de vue. Et finalement, comment ça interagit et c'est quoi les problèmes Adina, toi, par exemple, ton retour d'expérience? Oui, alors je ne peux pas trop parler des problèmes comme ça, mais... En fait, non. De ce que tu... Ouais, voilà. Mais toi, tu pourras en parler. Non, mais de ce que tu as pu surmonter et faire évoluer. Oui. Donc déjà, d'un point de vue capitalistique, effectivement, moi, j'ai eu la chance d'être financée par 3 fonds. Donc un d'une mutuelle, la Maïf, un d'un grand groupe assurantiel international qui est Allianz, et donc la région Sud. Donc déjà... c'était assez intéressant d'avoir ces 3 typologies d'investisseurs très très différents qui cherchent des choses différentes.
Et puis après, effectivement, on se dit, tiens, si un grand groupe comme ça rentre au capital, ça veut dire que de suite, il m'ouvre les portes. Et ça y est, je vais avoir accès directement à ses clients. Je vais pouvoir, avec mes systèmes, servir tout le monde. Et ça va faire une croissance incroyable. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et je pense qu'il y a un facteur très important, c'est l'humain. Des fois, ça prend, des fois, la mayonnaise, elle ne prend pas. Donc, nous, on travaille vraiment bien avec les assureurs qui ont investi chez nous. On a eu la chance de développer qu'ils achètent des choses qu'on avait faites, auxquelles on avait pensé. Et ensuite, ils nous ont fait penser à d'autres choses qu'on a pu vendre à d'autres, etc. Donc, ça marche plutôt bien. Après, c'est toujours beaucoup plus long que ce qu'on imagine. Toujours. C'est toujours beaucoup plus complexe parce qu'on peut se retrouver avec facilement une 50aine d'interlocuteurs en face. Facile. Et là, quand la société est petite, c'est pas facile à gérer pour le coup. Et puis après, il y a un autre point qui est vraiment compliqué, c'est tout ce qui est contractuel. Là, on est sur un tout petit POC et le contrat qu'ils nous ont envoyé fait 60 pages. Avec des obligations d'un point de vue sécurité informatique, etc., qui dépassent l'entendement. Bon, là, c'est compliqué. Voilà, donc, mais par contre, effectivement, ce sont des bons clients. Quand ça fonctionne très bien. Après, un petit rajout, parce que j'ai cette expérience chez Maïf, et ça fonctionne très bien. Mais en fait, pour que ça fonctionne très bien, c'est ce que tu disais, tu as l'humain, et c'est un peu ce que disait Jean-Louis précédemment. C'est qu'en fait, dans un groupe, tout le monde ne se parle pas tout le temps, c'est compliqué. Donc quand on veut faire quelque chose, déjà, il y a ce travail, je suis un peu insistante, mais d'alignement des différentes parties prenantes. Mais il y a aussi le fait que, c'est ce que tu disais Adina, voilà, il y a le fonds corporate qui va mettre de l'argent. Ah ben c'est un fonds corporate, donc tout de suite, ça a ouvert les vannes, etc. Ben, en fait, le fonds corporate, il est dans son bureau, c'est sympa et tout, mais il n'est pas forcément en adhérence au contact de l'entreprise. Donc il y a un vrai travail, en fait, en tout cas pour les fintechs qui sont dans la salle, il y a une vraie réflexion sur les processus décisionnels, les interactions en interne avec le groupe avec lequel on travaille pour accélérer un petit peu les choses. Et si c'est pas, et il faut être proactif là-dessus. Mais Oui, parce que si c'est pas parce que c'est de la tech qu'il n'y a pas d'humain. Et si on oublie cette partie-là, vraiment, on a tout faux. Le plus important, ça reste le contact. Ça reste d'aller voir les gens, de leur parler, de les connaître, de comprendre de quoi ils ont besoin. Alors, je vais m'adresser aux deux Pierre. Alors, Pierre, Pierre Région Sud, sur si on parle du financement, si on parle des angles de vue, et de finalement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas toujours. Ouais, je voudrais déjà revenir sur l'humain parce que c'est un paramètre très important. Nous, on regarde les sociétés, notamment les startups, pratiquement 2 à 3 ans avant qu'elles viennent nous rencontrer. C'est l'avantage d'être sur le territoire et d'être dans l'écosystème local. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans l'écosystème qui nous présentent l'entreprise bien avant qu'on rentre dedans. Donc ça nous permet d'avoir une news flow et de connaître en fait l'équipe relativement tôt. Il faut savoir que d'une façon générale, on a à peu près 2/3 de nos échecs qui viennent des problèmes d'équipe. C'est considérable, c'est 66%, c'est énorme. Ensuite, on parlait tout à l'heure de dérisquage et le fait qu'il y ait un corporate venture, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Alors, je vais parler effectivement du côté des risquages. Donc ça, c'est un côté intéressant, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui est censé connaître le marché, avoir une vision très pertinente des écueils à rencontrer. C'est vrai, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que ça ne permet pas effectivement de croire forcément à un développement commercial très très rapide. Et puis nous, en tant qu'investisseurs, ça nous pose un autre problème, c'est-à-dire que rentrer, ok, on rentre, on est content, on est investisseur, on a signé un pacte. Alors déjà, il faut déjà regarder ce qu'il y a dans le pacte, parce qu'il peut avoir des intérêts qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous, on a vraiment une vision de développement territorial, donc même si on est evergreen, donc on reste autant de temps qu'on veut dans l'entreprise, comme les corporate ventures, qui est quand même un gros avantage. On a quand même cette problématique dès le départ, mais on peut aussi avoir une problématique au moment de la sortie. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si le corporate venture, son intention, c'est de racheter l'entreprise, on a un désalignement d'intérêts
potentiels. Et là, pour le coup, on se retrouve à avoir, en gouvernance et au niveau des boards, à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça pose un vrai sujet. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un corporate venture que ça va faciliter les choses. Ça peut, mais ça dépend effectivement quelles sont ses intentions dès le départ. Et souvent, ces intentions, elles sont notifiées dans un pacte qu'on appelle un pacte d'actionnaires. Et on commence déjà à avoir de la visibilité par rapport à ça, avec toute l'évolution qu'il va y avoir dans la vie du pacte après par la suite. Mais globalement, c'est un sujet effectivement qui est important pour nous, quoi. Et surtout sur des sujets capitalistiques comme ça, parce qu'il faut se dire que le besoin en capitaux est très très important, qu'il y a des fonds qui vont être capables de suivre les tours de manière très importante, et que, à un moment, si nous on ne peut pas suivre, on se retrouve dans une situation où on est obligé de tout accepter, parce que le mur de cash arrive, et donc à ce moment-là, vous êtes obligé effectivement d'accepter les conditions. Les fondateurs y compris, hein, tout le monde accepte les conditions. Donc à un moment, il y a une phase de négociation qui est plutôt déséquilibrée. Donc ça, c'est des paramètres effectivement qu'il faut voir dès le départ. Ce qu'a dit Pierre est très juste. Je pense que je rebondirai sur la temporalité. Quand on est une startup dans la fintech ou dans d'autres secteurs, on a tendance à faire des business plans en temporalité très optimistes. Et je pense que quand on est dans votre secteur d'activité où la réglementation est très importante, où la confiance à créer avec les institutionnels prend du temps, on est sur des cycles, comme l'a dit Adina, de plusieurs années. Et ce qui est important, c'est aussi l'accompagnement et d'avoir un regard extérieur pour pas tomber dans l'euphorie, parce que les BP sont sur des Excel où vous êtes sur des marchés en millions de clients potentiels, puisque c'est les clients des institutionnels, donc on parle en millions et en dizaines de millions de personnes. Donc même si vous avez 3% de part de marché, on parle tout de suite de centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc on peut avoir tendance à avoir la tête qui tourne, et je pense que c'est aussi important d'avoir des mentors ou des personnes de l'écosystème qui puissent, avec un regard extérieur, tempérer l'euphorie. Ça ne veut pas dire tomber dans du pessimisme, mais la tempérer. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi à l'UPE06, puisqu'on a accompagné la création d'un fonds d'investissement, alors pas pour les fintechs à proprement parler, mais en tout cas pour les entreprises du territoire qui voulaient faire de la croissance externe, et où on met un programme d'accompagnement technique et pédagogique, et aussi un système de mentorat avec des associations du territoire pour créer des liens et en tout cas de la communication entre ces entrepreneurs, les créateurs d'entreprises et des acteurs économiques qui ont déjà passé potentiellement ces étapes-là, qui ont connu ces difficultés et qui les ont surmontées. Donc je pense que c'est beaucoup de l'humain pour les clients, mais aussi de l'humain pour entourer le créateur et l'entrepreneur, pour l'accompagner dans les moments plus positifs, mais aussi dans les moments un peu plus difficiles, parce qu'on rencontre tous les mêmes difficultés, et au final, quel que soit le secteur d'activité, il y a quand même un fil conducteur. Et en général, les difficultés des uns ont souvent été remédiées par d'autres à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est un point, à mon avis, très important, et qui est souvent peu mis en avant, parce qu'on parle beaucoup de la technologie, on a beaucoup parlé d'IA aujourd'hui, et c'est, à mon avis, un facteur clé de croissance indispensable dans votre secteur d'activité. Mais l'humain, le bon conseil, et dans vos boards d'avoir des entrepreneurs qui ne sont pas forcément du secteur, mais qui ont une vision très neutre et très détachés émotionnellement du secteur, permettent d'avoir une vision peut-être plus claire sur la capacité de développement commercial. Jean-Louis, peut-être sur ce que tu as rencontré comme problématique. Moi, c'est toujours des points un peu financiers, hein. C'est sûr que, en fait, la fintech, c'est aussi un peu un voilier sur l'océan. C'est pas un hors-bord qui va traverser très très vite tout. On aimerait bien, hein, mais il peut y avoir des vents contraires, il peut y avoir des vagues. Et en fait, quand on fait une levée de fonds, il faut se dire qu'on va tirer une bordée. C'est-à-dire que vous allez lever des fonds. La chose très importante, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire ces fonds. Vous êtes à différentes phases de développement de la société. Il y a un moment donné où effectivement, c'est cette fameuse proof of concept. Après, il y a la conquête commerciale. Et ensuite, il y a la rentabilité. Mais il ne faut pas vouloir tout faire tout d'un coup. Et c'est bien d'avoir une vision assez claire, mais en fait, vous allez d'abord lever pour faire une chose précise. Et revenir ensuite au marché pour dire, regardez, j'avais dit que j'allais faire ça et je l'ai fait. Donc, continuez à me faire confiance. Il faut être aussi raisonnable sur les valorisations,
parce que vous allez faire entrer des investisseurs autour de table. Et si vous retournez voir d'autres investisseurs un petit peu de temps après, il y a des chances qu'ils veulent une meilleure valorisation donc, et pas trop de dilution. Donc vous avez un petit peu, à chaque fois, il va falloir doubler la valorisation. Donc à force de doubler, ça peut aller très très vite. Et puis après, tout d'un coup, on se dit, attends, mais on est sur une valo de 100 millions pour une boîte qui n'est toujours pas rentable et qui n'a pas vraiment de croissance. Et là, on se dit, aïe, 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 c'est fini. Et voilà, et il y a cette fameuse... Voilà. Donc, il faut être plutôt modéré dans les valorisations et plutôt court dans la durée. Se dire, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent ? C'est pas la peine. C'est sûr que c'est plus confortable d'aller voir des investisseurs et de lever 100 millions. Puis vous dites, bah, comme ça, je suis tranquille voilà, pendant 3-4 ans. Hein, mais en fait, c'est compliqué. Donc, il faut mieux être plus modéré, mais délivrer ce qu'on fait. Surtout quand vous avez des institutions financières ou des institutions publiques en face de vous. C'est des gens qui aiment bien rêver, mais qui ont une propension au romantisme assez limitée quand même. Donc, voilà. Donc ça, c'est effectivement le principal écueil. Et puis après, il y a un écueil, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez croître. Donc, voilà, il y a de la croissance. Donc ça, c'est super. On va payer la croissance, même si vous n'êtes pas rentable. Mais il faut faire beaucoup de croissance pour pouvoir se permettre de ne pas être rentable. Un peu à la Amazon, hein, pendant des années, ce qu'ils veulent, c'est conquérir le marché mondial. Et puis, il y a les investisseurs financiers qui continuent de leur donner du fuel pour financer les pertes. Mais dans la vraie vie, voilà, pas tout le monde est Amazon. Et donc, à un moment donné, vous dites, bon, bah ouais, faut être rentable. Sauf que être rentable, parfois, ça veut dire moins recruter, moins faire de AdWords, limiter un petit peu. Et donc là, vous cassez un peu la croissance. Et les investisseurs financiers se disent, ah ben non, qu'est-ce qui se passe ? Avant, tu faisais une croissance de 10-15% par trimestre. Et puis là, tout d'un coup, finalement, c'est flatouille. Tu as cassé le moteur. Et là, c'est très difficile. Parce que la valo, quand il n'y a pas de rentabilité, ce fameux EBITDA, on ne le regarde pas. Parce que ça fait des pertes. Mais quand on commence à en avoir un, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Et dès qu'on regarde l'EBITDA, on ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, on va mettre un multiple de l'EBITDA plutôt que de mettre un multiple de l'ARR ou du chiffre d'affaires. Et ça, c'est cette fameuse vallée de la mort. Il faut vraiment en sortir rapidement, soit avec beaucoup de rentabilité, soit avec de nouveau de la croissance, parce que sinon, vous cassez aussi votre valorisation. Pierre, tu voulais réagir ? Pardon, ça va tout à fait dans le sens de ce qui a été dit. C'est que quand on investit dans une entreprise, on investit un montant pour aller d'un point A à un point B. La problématique, c'est que quand il y a un retard sur le BP, on n'atteint pas le point B. Donc il faut rajouter de l'argent pour atteindre le point B. Si je rajoute de l'argent pour mettre le point B, ça veut dire que la valeur de départ, elle n'était pas du tout la bonne. Donc quand je suis investisseur et que je retourne voir l'équipe d'investisseurs avec laquelle je travaille et que je leur dis, écoutez, on a été vraiment mauvais pour aller de A à B, il ne fallait pas 5 millions d'euros, il faut 10 millions d'euros pour atteindre le même objectif, hein, j'entends. Donc atteindre la même valeur finale, quasiment, je peux vous dire que c'est assez compliqué pour essayer de justifier le fait que vous ayez pris du retard. Et là, je parle avec la casquette d'investisseur et pas la casquette de celui qui a l'entreprise. Celui qui a l'entreprise, finalement, le retard sur le BP, quand il présente son BP et son tableau Excel, ça l'importe peu. Il se dit, voilà, faut que j'y arrive, je lèverai s'il faut, si ça manque, je lèverai in fine de nouveau de l'argent. Sauf que la contrepartie avec la casquette de l'investisseur n'est pas du tout la même, la vision. La vision, c'est que lui, il en a perdu. Si vous avez l'intention de retourner le voir, il va en perdre. Donc à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué de le convaincre. Et quand on disait tout à l'heure qu'on fait confiance dans l'équipe, ça c'est un point d'interrogation qui va mettre un doute justement sur l'équipe et sur la capacité effectivement à développer des livrables dans les temps tels que c'était promis au départ. Peut-être un petit point par rapport aux investisseurs, aux grands groupes avec leur casquette d'investisseurs, donc Corporate Venture. Ce qu'expliquaient Jean-Louis et Pierre, dans la vallée de la mort, là, c'est le financier qui reprend ses droits et qui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les grands groupes, dans le Corporate Venture, en fait, c'est vrai que la casquette financière, elle est moins financière. Mais c'est une autre vallée de la mort. C'est en fait, c'est pas drôle. C'est plus amusant du tout. Donc, on a mis plein de participations, c'était cool. On est des investisseurs, on est motivés, on a envie de bien faire, mais on n'est pas des professionnels de l'investissement. Et donc, voilà, tant que c'est cool, tant que c'est à la mode, ça marche bien.
Et puis, tant que le conseil d'administration trouve ça super sympa, ben, ça marche bien. Et puis, il y a un jour, il y a quelqu'un dans le conseil qui dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» et là, ça s'appelle la vallée de la mort. Ça signifie que ça devient plus du tout stratégique. Mais alors, plus du tout. Donc, ça, je le souligne parce qu'en fait, c'est aussi assez répandu. J'ai envie de dire que c'est l'aspect politique, une fois encore, des grands groupes. Et il faut y faire attention. Il faut y faire très attention parce que même si vous avez on va dire des investisseurs de vraiment long terme et avec l'envie de bien faire et une bonne volonté pour le temps long et l'accompagnement sur le temps long, il y a des choses qui sont out of control et qui peuvent arriver sans que vous les voyez venir. Donc c'est un point à garder en tête. Oui, et du point de vue de la start-up, ça donne, vous retournez voir votre board en disant j'aurais besoin d'une petite rallonge parce que le BP s'est pas passé comme on avait imaginé pour des raisons tout à fait justifiables. Et puis les investisseurs ils disent non. Non. Donc là, tu te débrouilles. Et bon, donc ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Donc pour nous, on a eu beaucoup de chance parce que ça nous a obligés à tout revoir, à mettre les bouchées doubles, etc. Et à finalement ne pas avoir eu besoin d'argent. Mais ça aurait pu mal se passer. Peut-être pour tous, parce qu'en fait, on a parlé finance, grands groupes, etc. Finalement, il y a des choses qui sont faites, que ce soit par des investisseurs, enfin, quelle que soit la nature de l'investisseur, qui sont de l'accompagnement et qui sont essentielles pour, on va dire, optimiser les chances de succès, en tout cas maximiser la probabilité de succès des entreprises, en tout cas dans les fintechs. Peut-être, Adina, tu peux nous en parler et ensuite chacun d'entre vous. Oui, très rapidement, je pense qu'il faut avoir dans les fondateurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien l'écosystème. Ça, c'est très important. Il faut aussi avoir cette capacité à aller chercher les clients. Donc, si on a des copains, c'est mieux. Et puis après, il ne faut pas sous-estimer, encore une fois, la tech. Donc, le CTO, la qualité du CTO est juste primordiale. Voilà. J'ajouterais, parce que je suis entièrement d'accord sur ce que vient de dire Adina, moi j'ajouterais le fait, en plus du développement commercial, d'avoir dans son board aussi, alors board formalisé ou board non formalisé, des tierces personnes avec des compétences qui ne sont pas forcément en lien avec le même secteur d'activité pour pouvoir élargir les visions et puis pouvoir être challengé par d'autres aspects. Et le côté humain, quelle que soit l'entreprise, je pense que l'état d'esprit des collaborateurs, même sur les postes non techniques, sont vitales puisqu'on parle de petites équipes. On ne démarre pas avec 300 collaborateurs sa start-up, enfin, c'est très rare en tout cas. Donc plus l'équipe est petite, plus la qualité intrinsèque de chaque personne est importante. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une brebis galeuse sur 5 personnes parce que ça fait 20% des effectifs. Donc c'est encore plus stratégique le choix des premiers collaborateurs et d'être persuadé qu'on a une bonne équipe avec un bon état d'esprit, qui est motivé et qui a la bonne compétence au bon endroit. Peut-être Pierre, Juste 2 secondes. Si on a un bon projet, on arrive à trouver des investisseurs, même encore aujourd'hui, malgré on a passé juin 2022, c'est plus compliqué, mais on a encore effectivement des investisseurs qui investissent, heureusement. Enfin, les derniers chiffres de France Invest le confirment en attendant. Et donc, s'il y a la possibilité de choisir un board avec des investisseurs qui peuvent accompagner l'entreprise. Parce que ça paraît fou ce que je dis, de choisir ces investisseurs, mais quand vous avez des beaux projets, vous avez des fois le choix entre différents investisseurs. Et des investisseurs qui sont capables de vous accompagner dans le temps et de vous faire gagner du temps. Le temps, ça a été le fil rouge de toute la discussion qu'on a eue. C'est tout le temps qui joue. Si vous avez effectivement un investisseur qui est en mesure et en capacité globalement de vous faire gagner du temps par rapport à son réseau, par rapport à la capacité de faire du business, etc., qui vous fait comprendre que l'intérêt, ce n'est pas la levée de fonds, mais le chiffre d'affaires, et la rentabilité après, franchement, déjà vous avez gagné énormément de temps et ça me paraît être un point fondamental. Et alors, moi, je rajouterais une personne qui est très importante, mais qui est difficile à avoir dans une start-up,
c'est le directeur financier. C'est très important, c'est fondamental, c'est d'avoir quelqu'un qui peut déjà que le dirigeant comprenne les chiffres, qui comprenne la formation de son chiffre d'affaires et qui comprenne le coût de la formation du chiffre d'affaires. Ça, c'est fondamental et qu'il soit capable de l'expliciter devant l'investisseur. Et ensuite, quand la société grossit, c'est vraiment très important d'avoir un financier. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux d'avoir une personne qui soit uniquement commerciale à la tête d'une entreprise et qui ne veuille que développer le chiffre d'affaires sans se soucier de la rentabilité. Parce que ça conduit à des pratiques déviantes et puis ça part dans le mur. Donc vraiment, le directeur financier, ou en tout cas se faire accompagner, si on n'a pas les moyens de payer un directeur financier, de se faire accompagner par un cabinet comptable ou par un intermédiaire pour la levée de fonds, mais vraiment ne pas négliger est capable d'expliciter la mécanique financière voilà, de la société. Après, un petit point que, en tout cas, que dans certaines institutions on recherchait, c'est et ça aide à la collaboration business, c'est une collaboration finalement plus d'intelligence collective. On a parlé de façon un petit peu séparée de ce que peuvent apporter, de ce que peuvent s'apporter les uns les autres. Dans une entreprise dans laquelle chez Maïf, on avait cette réflexion sur l'emploi des seniors. C'était un sujet clé chez nous. Voilà. Donc, et finalement, on réfléchissait, et dans toutes les startups qu'on avait financées via un fonds qui s'appelait Maïf Avenir, on a eu peu de succès, mais pas parce que les startups sont très méchants, ils n'aiment pas les vieux, etc. Pas du tout. C'était partagé finalement, tout le monde nous regardait avec des grands yeux. Nous, ce qu'on voulait, c'était des collaborateurs, c'est de dire, au lieu de... On encourage la mobilité, est-ce que tu peux passer 6 mois dans une boîte, etc. Justement pour s'imprégner d'une culture nouvelle et se dire, c'est pas parce qu'on a 50 ans plus, voire au-dessus, quel que soit l'âge, qu'on est has-been, qu'on peut pas comprendre des nouvelles technologies, etc. Non, mais c'est une réalité. Et donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, donc là, c'est quelque chose qu'on essayait de mettre en place et c'était hyper compliqué des deux côtés. Et mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir et à inventer pour qu'il y ait une collaboration, on va dire, plus intime entre les différentes organisations et qui fasse que ce qu'expliquait Jean-Louis, c'est quoi la moutarde pour que ça prenne. Il n'y a pas que les finances et puis je vais me diversifier si je suis un grand groupe, etc. etc. Tout ça, c'est hyper important, évidemment. Mais il y a des choses qui font que les parties prenantes ont envie de vivre cette aventure ensemble. Et ça, je pense que dans chaque aventure, il y a quelque chose de différent. Il y a ce petit truc... Et justement, quand je parlais tout ça un peu de l'offre, le lien, il est très important. C'est très important d'avoir un référent plutôt haut placé d'ailleurs dans l'institution qui va à la fois vous ouvrir les portes et vous prévenir des pièges et qui vous guide. Et vraiment, c'est pas le tout d'acheter une société. Hein, c'est là que ça commence. Après, il faut l'intégrer et il faut que ça fonctionne. Et juste mentionner quelque chose, on va pas poser la question, mais juste pour les start-upers, quand vous faites vos levées de fonds, je reviens sur les valorisations, c'est bien d'avoir une grosse valorisation, c'est bien de ne pas être beaucoup dilué, mais faites attention à la structuration du deal aussi. Parce que parfois, on peut vous faire miroiter une valorisation élevée qui vous fait une faible dilution à l'entrée, mais avec des mécanismes de protection pour l'investisseur qui font que si le business plan ne se réalise pas, vous allez être dilué. L'investisseur va se reluer. Et donc, alors après, c'est un outil qu'ils vont aussi manier avec précaution, parce que s'ils se reluent, qu'ils se retrouvent à 100% d'une voiture sans avoir le permis de conduire, ils ne vont pas aller loin non plus. Donc c'est un équilibre subtil. Mais voilà, faites attention à ce qu'on appelle les fameuses actions de préférence, voilà, qui permettent finalement à l'investisseur de se garantir un retour minimum. Et si la rentabilité de la société ou le montant de la levée suivante ne lui permet pas d'avoir ce rendement minimum, et ben en fait, il croque sur la part du capital du fondateur. Donc, il faut faire aussi attention. Donc, l'important, c'est de se faire accompagner de personnes compétentes voilà, qui peuvent vous décrypter et vous éviter de tomber dans les pièges. Merci beaucoup.